Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence. Comme d'habitude, nous allons parler de l'Ukraine, mais aujourd'hui sous un angle plus historique et géographique. On entend beaucoup parler de l'Ukraine en ce moment comme d'un pays situé aux portes de l'Europe. Et ce qu'on aimerait vous montrer aujourd'hui, c'est qu'en réalité, l'Ukraine n'est pas aux portes de l'Europe. Elle est dans l'Europe. Son histoire est profondément liée à celle du continent européen, et comme tous les pays européens, elle possède une histoire riche, complexe, marquée par les rencontres, les échanges, mais aussi les affrontements entre différents peuples qui ont traversé ce territoire. Nous allons donc revenir un peu sur tout cela pour essayer de mieux comprendre ce pays. Parce que personnellement, dans mon éducation par exemple, on en parlait assez peu à l'école. On disait simplement qu'il y avait l'Ukraine, quelque part en Europe de l'Est, et puis on mélangeait facilement les peuples slaves, les Polonais, les Lituaniens, bref, tout cela restait assez flou. Aujourd'hui, on va essayer de remettre un peu d'ordre dans cette carte mentale. Pendant longtemps, on nous a transmis une représentation très simple de l'Europe. Vous allez voir quelques exemples juste après. Et cette vision s'est installée dans les esprits européens. D'un côté, l'Europe de l'Est. De l'autre, l'Europe de l'Ouest. Le problème n'est pas que ces cartes soient simples. Au contraire, elles sont faites pour ça. Le problème, c'est que cette simplification nous empêche parfois de comprendre le présent. Pour commencer, j'aimerais vous poser une question. Si je vous demande, la France est-elle un pays latin, germanique, méditerranéen ou atlantique? Vous répondriez probablement tout cela à la fois. Et pourtant, personne ne dirait que la France est une zone floue. Au contraire, on comprend très bien que sa richesse vient précisément de cette diversité d'influences. Pour l'Ukraine, le mécanisme est assez similaire. Bien sûr, la géographie est différente, l'histoire est différente, mais l'idée est la même. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, ce n'est pas un cours universitaire. Ce n'est pas non plus une conférence de géopolitique. C'est quelque chose de plus simple, mais peut-être aussi de plus exigeant. Nous allons essayer de réapprendre à regarder la carte. Parce que parfois, pour comprendre le présent, il faut d'abord apprendre à regarder autrement l'espace dans lequel il se déroule. Bon, allons-y. Comme promis, je voudrais vous montrer quelques cartes destinées aux enfants. Voici la première, elle a été trouvée simplement sur internet. Vous voyez tout de suite que certains pays sont représentés avec leurs symboles les plus connus. La tour Eiffel pour la France, différents monuments ou personnages pour d'autres pays. Et puis pour certains espaces, on trouve simplement quelques sapins. Ces cartes sont faites pour les enfants, elles sont colorées, ludiques, rassurantes. Elles remplissent parfaitement leur rôle, simplifier le monde pour le rendre compréhensible. Et elles le font très bien. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que nos premières cartes deviennent souvent nos dernières cartes mentales. Certains pays sont très visibles, d'autres deviennent presque invisibles. Et quand on grandit avec ce type de représentation, il ne faut pas s'étonner qu'à l'âge adulte, on ait parfois du mal à situer certains pays, à comprendre leur histoire ou leur importance. Sans même s'en rendre compte, on finit parfois par considérer certaines régions comme secondaires, périphériques, moins importantes. Non pas parce qu'elles le sont réellement, mais parce que c'est ainsi qu'elles nous ont été présentées. Prenons l'exemple de la Grèce. Tout le monde sait qu'il s'agit d'un pays associé à une immense histoire et à une grande culture. En revanche, lorsqu'on regarde certaines cartes simplifiées, des pays comme l'Ukraine, la Biélorussie ou même certaines parties de l'Europe orientale apparaissent souvent comme des espaces vagues, peu identifiés, presque oubliés. Et pourtant, leur histoire est tout aussi européenne. Par exemple, regardez celle-ci. On voit encore très bien le même phénomène. Certains pays sont représentés par des symboles immédiatement reconnaissables, d'autres sont beaucoup plus vagues. Ici, on distingue très bien le Kremlin. On sait immédiatement de quel pays il s'agit. Mais pour l'Ukraine, on trouve une petite maison qui pourrait appartenir à n'importe quelle époque. Honnêtement, cela ne représente pas grand-chose du pays. Et puis parfois, le message est encore plus simple. Toute la partie à l'est de la carte semble presque ignorée. Ce n'est pas forcément un manque d'intérêt volontaire. Le problème est plus subtil. Quand on grandit, on ne reprend pas tous les détails de la géographie pour les remettre à leur place. On garde souvent cette image d'enfance. Encore un autre exemple. Celui-ci me fait sourire parce qu'au niveau de l'Ukraine, ils ont dessiné un bison. Alors oui, il y a des bisons en Europe de l'Est, mais ce n'est certainement pas l'animal qui symbolise le mieux l'Ukraine. En Pologne, ils ont mis un ours. Je ne sais pas trop pourquoi non plus. Et puis, il y a cette carte suivante. Là, j'aimerais vous faire un petit exercice. Imaginez qu'on montre cette carte à des Français et que pour une fois, tous les pays d'Europe aient des symboles culturels très riches, sauf la France. Rien. Pas de tour Eiffel, pas de vin, pas de cathédrale, pas de littérature,
culture, pas de gastronomie. Je pense que beaucoup d'entre nous réagiraient en disant « Quand même, dans mon pays, il y aurait au moins quelque chose à mettre en avant ». Eh bien, c'est exactement ce sentiment que l'on peut ressentir lorsqu'on découvre certaines représentations de l'Europe où son propre pays semble absent. Toutes ces cartes, je les ai trouvées très facilement. J'ai simplement tapé « carte de l'Europe pour les enfants » sur internet. Heureusement, les choses évoluent peu à peu. Aujourd'hui, on commence à voir apparaître des symboles plus représentatifs de l'Ukraine. Par exemple, la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev. C'est une cathédrale extrêmement ancienne. Elle est même plus ancienne que Notre-Dame de Paris. C'est un monument majeur de l'histoire européenne et un symbole très important du christianisme oriental. On voit également apparaître le monument de la Mère Patrie. D'ailleurs, un détail intéressant, sur son bouclier figurait autrefois l'emblème soviétique. Celui-ci a été remplacé récemment par le trident ukrainien, qui est le symbole national de l'Ukraine. C'est ce qu'on appelle la décommunisation. D'ailleurs, si vous avez des questions ou des remarques pendant la conférence, n'hésitez pas à les poser tout de suite. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin. Alors justement, après avoir vu ces cartes, une question se pose naturellement. D'où vient cette idée d'une Europe de l'Est et d'une Europe de l'Ouest? On pourrait croire que cette division a toujours existé. Pourtant, si l'on regarde l'histoire dans son ensemble, elle est relativement récente. Elle se diffuse surtout pendant la guerre froide. À partir de ce moment-là, on ne parle plus vraiment de géographie, on parle de blocs politiques. D'un côté, l'Europe de l'Ouest, associée à la démocratie libérale, au capitalisme et au monde occidental. De l'autre, l'Europe de l'Est, associée au communisme, à l'influence soviétique et aux régimes autoritaires. Cette division simplifie l'Europe en deux ensembles opposés. Elle répond à une logique politique de l'époque. Mais historiquement, elle appauvrit considérablement notre compréhension du continent. Et surtout, elle façonne durablement notre manière de regarder la carte. Certains pays deviennent fous, mal identifiés, perçus uniquement à travers cette opposition Est-Ouest. C'est ce que beaucoup d'entre nous ont appris depuis l'enfance. Et encore aujourd'hui, ces représentations continuent d'exister. Dès les années 1980, plusieurs intellectuels d'Europe centrale vont commencer à contester cette vision. Et l'un des plus connus est Milan Kundera. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de lui? Oui, Milan Kundera est un écrivain tchèque, mais aussi un penseur qui a beaucoup réfléchi à la place de l'Europe centrale. En 1983, il publie un essai devenu célèbre, Un Occident kidnappé ou la tragédie de l'Europe centrale. Dans ce texte, il explique aux Européens de l'Ouest qu'ils commettent une erreur de regard. Selon lui, des pays comme la Pologne, la Tchécoslovaquie ou la Hongrie appartiennent pleinement à la culture européenne occidentale. Mais ils ont été politiquement arrachés à cet espace par les conséquences de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide. Kundera ne défend pas la division Est-Ouest. Au contraire, il la critique. Il explique que ces catégories sont avant tout politiques et non géographiques. Autrement dit, Europe de l'Est n'est pas une évidence culturelle ou historique. C'est une construction politique. Pour lui, l'Europe centrale fait partie intégrante de l'Europe. Elle n'est pas un monde à part. Mais alors, où se situe l'Ukraine dans cette réflexion? C'est une question importante. À l'époque où Kundera écrit son essai, l'Ukraine est encore une république soviétique. Elle se trouve à l'intérieur de l'URSS, et dans les débats occidentaux, elle reste largement invisible. Et c'est précisément là qu'intervient une autre voix essentielle, celle de l'écrivaine ukrainienne Oksana Zabujko. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler d'elle? Oksana Zabujko est l'une des grandes intellectuelles ukrainiennes contemporaines. Son premier grand succès international est un roman publié dans les années 1990, Recherche sur le sexe ukrainien. Elle a enseigné dans plusieurs universités, notamment aux États-Unis, et ses travaux portent beaucoup sur l'identité ukrainienne, mais aussi sur l'identité européenne. Au-delà de ses romans, elle a écrit de nombreux essais extrêmement intéressants. Je vous recommande vraiment de lire ce qui a été traduit en français. Et même lorsqu'un texte n'existe pas encore en français, il est aujourd'hui beaucoup plus facile d'y accéder grâce aux outils de traduction. Elle publie régulièrement des réflexions sur l'histoire, la mémoire, l'identité et la place de l'Ukraine dans l'Europe. Certains de ces articles ont été traduits dans des revues francophones. Je vous montrerai tout à l'heure un lien vers un article publié sur Voix Europe. Il est particulièrement intéressant parce qu'il permet de comprendre comment l'Ukraine a longtemps été absente de la carte mentale européenne. Le lien vers cette vidéo sera disponible dans la description. Et justement, dans son livre Notre Europe, Oksana Zabujko revient sur ce moment intellectuel et sur les idées de Milan Kundera. Elle reconnaît l'importance de son travail. Elle reconnaît que Kundera a, d'une certaine manière,
contribué à sauver l'idée d'Europe centrale dans l'imaginaire européen. Mais elle pose une question dérangeante. Où est l'Ukraine dans cette carte? Parce que Kundera réintègre l'Europe centrale dans le récit européen, mais il n'y inclut pas vraiment l'Ukraine. Même lorsque l'Occident fait l'effort de repenser l'Europe, l'Ukraine reste souvent hors champ, trop à l'est, trop soviétique, trop silencieuse. Pour Zabouchko, le problème n'est pas géographique, il est symbolique. Selon elle, l'Ukraine a d'abord été effacée des récits avant d'être effacée des cartes. L'Ukraine n'est pas entre deux mondes, elle a été exclue du récit européen. Et c'est précisément la question qu'elle soulève. Alors après Kundera et Zabouchko, une autre question s'impose. Si l'Ukraine a été absente de la carte mentale européenne, est-ce parce qu'elle serait arrivée trop tard dans l'histoire de l'Europe? La réponse est non, au contraire. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter loin dans le temps, bien avant Moscou, à l'époque où l'Europe médiévale est en train de se structurer. Et là, un nom apparaît, Kiev. La capitale de l'Ukraine, Kiev, avec un yi et non pas Kiev comme en russe, prononce ce mot en ukrainien, Kiev. Vous connaissez tous l'expression la Rousse de Kiev. Quand on regarde l'histoire médiévale de l'Europe, le premier grand centre politique, économique et culturel de cette région se trouve à Kiev. La ville est installée le long du Dnipro et occupe une position exceptionnelle pour les échanges commerciaux de l'époque. Dès le IXe siècle, Kiev se trouve au cœur d'un vaste ensemble que l'on appelle la Rousse de Kiev. Et ce qui est intéressant, c'est que cet espace est structuré non pas selon un axe est-ouest, mais selon un axe nord-sud, le long du Dnipro. C'est avant tout une grande route commerciale. Des marchands venus du nord, notamment des Vikings, descendent le fleuve pour rejoindre Byzance. Certains poursuivent même leurs échanges jusqu'au monde arabe, vers le Maghreb ou le golfe Persique. Le Dnipro est donc un véritable axe de circulation entre plusieurs mondes. Avant même la Rousse de Kiev, les auteurs grecs mentionnaient déjà l'existence de peuples vivant dans ces régions. Il s'agissait souvent de populations nomades, parfois guerrières, qui occupaient ces vastes espaces. Dans la culture populaire, on retrouve d'ailleurs quelques échos de ces peuples. Par exemple, les Amazones, ces célèbres guerrières de la mythologie grecque, sont souvent associées à cette grande région des steppes. Pas uniquement à l'Ukraine actuelle, bien sûr, mais à cet espace plus large. Et pour ceux qui ont vu des films comme Conan le Barbare, on retrouve aussi l'image de peuples vivant dans ces territoires. Évidemment, c'est une vision très romancée, très exagérée, mais elle s'inspire malgré tout de cet imaginaire des grandes steppes orientales. D'ailleurs, de quelle époque date ce film? Parce que je pense que les plus jeunes ne l'ont peut-être pas vu. Oui, mais ils connaissent souvent l'image malgré tout. Comme les personnages de bande dessinée ou certains héros devenus des références culturelles. Voilà, revenons à la Rousse de Kiev. Kiev est un centre commercial majeur, mais c'est aussi un centre politique et religieux. C'est notamment là que se trouve la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, dont nous avons parlé tout à l'heure. Elle date du XIe siècle et elle est plus ancienne que Notre-Dame de Paris. À cette époque, la ville rassemble des marchands, des artisans, des diplomates et des représentants religieux. C'est cette synthèse qui fait la force de la Rousse de Kiev. Au même moment, en France, Paris est en train de s'affirmer comme capitale capétienne. Reims joue un rôle spirituel majeur avec les sacres des rois. Et Lyon est déjà un important carrefour commercial. Kiev concentre un peu toutes ces fonctions à la fois, avec en plus un avantage logistique considérable, le Dnipro. Oui, et justement, nous allons parler de ce fleuve, parce que c'est lui qui explique en grande partie pourquoi la Rousse de Kiev a pu émerger et prospérer. Le Dnipro est la 4e plus longue rivière d'Europe. Et une grande rivière n'est jamais un simple détail géographique. C'est une véritable colonne vertébrale. C'est le commerce, les villes, les échanges, le pouvoir. À l'époque, les grandes villes se développent presque toujours près de l'eau, que ce soit la mer, un océan ou un grand fleuve, pour des raisons très simples. L'agriculture, l'approvisionnement en eau, mais aussi et surtout le transport. Oui, bien sûr, là sur cette carte, nous voyons les frontières actuelles de l'Ukraine, celles qui existent depuis 1991. Mais lorsqu'on parle du Moyen-Âge, les frontières étaient très différentes et elles ont beaucoup évolué au fil des siècles. Nous y reviendrons. Pour l'instant, je voudrais simplement que l'on comprenne l'importance du Dnipro et des mers dans la construction de cet espace. Pour prendre un parallèle français, une grande rivière est souvent synonyme de civilisation. Et ce n'est pas une idée abstraite, c'est quelque chose de concret. La Seine, c'est Paris, le pouvoir politique, l'État. La Loire, ce sont les échanges, l'agriculture, les villes. Le Rhône, c'est le commerce, la Méditerranée, l'industrie. Aucune grande puissance européenne ne s'est construite sans un grand fleuve structurant. Alors lorsque l'on dit que le Dnipro est la 4e plus longue rivière d'Europe, cela signifie beaucoup de choses. Cela signifie des axes de peuplement anciens. Cela signifie de grandes villes,
des échanges économiques, une organisation politique. Et je le répète volontairement parce que peut-être que des jeunes regarderont cette vidéo plus tard. Il faut retenir une idée simple. Le Dnipro structure cet espace selon un axe nord-sud. On l'a aussi cassé avec cet axe est-ouest dont on parlait tout à l'heure. Là, il change, nord-sud. Kiev. Et donc Kiev est sur le Dnipro. Il joue un rôle comparable à celui de Paris sur la Seine. Et ce n'est pas identique, comme on l'a dit, l'histoire n'est pas la même. Mais fonctionnellement, c'est équivalent. Et c'est ce qui a donné, encore une fois, la naissance de cet empire qu'était la Russe, le Kiev. Parce que la Russe de Kiev était un empire, il ne faut pas mentir. Donc ensuite, l'Ukraine a un accès à deux mers, donc la mer Noire et la mer d'Azov. Cela signifie une ouverture maritime, bien évidemment, des ports, un lien direct avec la Méditerranée, et au-delà. C'est aussi par là que vient le lien avec Byzance. Et pour la France, par exemple, l'accès à la mer est une évidence fondatrice. L'océan Atlantique, c'est le commerce mondial, c'est ce qui nous a permis de faire les colonies et l'ouverture sur le monde. Et la Méditerranée, c'est les échanges antiques, la diplomatie, la culture. Donc c'est à peu près pareil pour l'Ukraine avec ses mers. Un pays sans accès à la mer, c'est quoi ? C'est un commerce limité, une dépendance stratégique, une vulnérabilité politique. Et donc quand on dit que l'Ukraine a accès à la mer Noire et à la mer d'Azov, cela veut dire des ports, des échanges internationaux, une projection économique, des enjeux géopolitiques majeurs. Je fais juste une petite digression pour parler un peu de l'actualité et de ce qui se passe. En général, quand la Russie essaie d'envahir l'Ukraine, et ce que je dis est aussi vrai en 1918 qu'aujourd'hui, la première demande, c'est de couper l'Ukraine de la mer. C'est justement venir annexer les régions au niveau de la Crimée, de Zaporizhia et jusqu'à Odessa. Et ça avait déjà été le cas en 1918. Et ça fait à nouveau fortement écho à ce qui est en train de se passer en ce moment. Limiter, voire couper l'accès à la mer de ce pays pour le rendre vulnérable. Donc pour conclure ce slide, Dnipro plus mer. L'Ukraine n'est pas un cul-de-sac continental. C'est un espace de circulation. Une circulation dans tous les sens. On va voir les sens horizontaux aussi. Pour l'instant, on voit surtout cette verticale nord-sud. Et aussi un détail, on ne savait pas dans quel slide le mettre, alors on le met ici. C'est que la France et l'Ukraine sont situées sur les mêmes latitudes européennes. Même soleil. Et ce n'est pas anecdotique, l'ensoleillement structure l'agriculture, le travail, les villes. Nous sommes dans la même zone climatique de l'Europe habitable, historiquement parlant. Potentiel comparable. L'Ukraine a la capacité de nourrir une population importante. C'est pour ça qu'est apparue cette appellation, ce n'est pas un mythe, le grenier de l'Europe. Possibilité de surplus agricole, développement des villes, du commerce. Encore une fois, je me répète, mais c'est pour bien faire rentrer l'idée dans la tête des plus jeunes. Ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes paysages. Mais quand on est en Ukraine, on peut remarquer un ciel aussi bleu qu'en France, des nuages parfois très bas et très beaux. Les champs agricoles aussi, quand on voit les champs, le ciel, les paysages, parfois on retrouve presque quelque chose de familier. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes cultures et pas du tout les mêmes histoires. Donc si les trajectoires historiques des deux pays sont différentes, ce n'est pas une question de climat ou de civilisation. C'est une question de géographie politique et d'histoire des États. C'est ça qu'il faut bien retenir. Donc l'Ukraine, ce n'est pas un espace fou, c'est un espace structuré. Et on va le voir ici avec l'axe horizontal. Comme on vous l'avait promis, on va maintenant regarder l'autre direction. Pour comprendre ce qui se passe dans l'histoire ukrainienne, il faut regarder les cartes plus politiquement maintenant, et pas seulement physiquement, même si les zones naturelles de l'Ukraine restent importantes. Pourquoi est-ce important ? Au nord de l'espace ukrainien, on trouve des forêts, des terres agricoles, des villages, des sociétés sédentaires. Puis au sud et aussi à l'est, on trouve la steppe. Et la steppe, c'est un espace très ouvert, dur à vivre à l'époque, pendant des siècles. Parce qu'il y a le vent, parce qu'il y a les peuples nomades qui passent, qui circulent, qui combattent sans cesse, etc. Et l'Ukraine se trouve exactement entre ces deux univers, ni l'un ni l'autre. Elle est un lieu de rencontre. C'est du networking en quelque sorte. Et un lieu de rencontre est toujours un lieu de circulation, comme on l'a dit. Et aussi un lieu de tension, bien évidemment. Et cela ne mène pas à une identité simple. Cela produit des couches, des mélanges, parfois des conflits. Enfin, parfois, toujours presque. Quand on regarde l'histoire, on voit constamment des conflits à cause de ces axes nord-sud et est-ouest, notamment à travers les steppes. À partir du XVIe siècle, l'équilibre commence un petit peu à changer. Ce n'est pas tant la géographie qui change, c'est la politique. Là-dessus, je vous encourage vraiment à lire les livres de Timothy Snyder pour ceux qui sont un peu à l'aise avec l'anglais. Il revient très bien sur toute cette partie de l'histoire. Une bonne partie de l'Ukraine se trouve alors dans ce qu'on appelle la République polono-lituanienne, ou dans le Grand-Duché de Lituanie selon
selon les régions. C'est un peu la même zone, c'est-à-dire l'union de la Pologne avec la Lituanie. À l'ouest, on a un modèle politique fondé globalement sur le droit et les institutions représentatives. On a une noblesse puissante. C'est encore une monarchie, bien sûr. Mais d'une certaine manière, on a des gens qui sont nobles ou riches et qui ne s'entendent pas forcément bien avec le roi, et qui peuvent parfois devenir plus puissants que lui. Dans certains cas, on a vu en France de grands-ducs avoir un pouvoir au moins non négligeable par rapport au roi. À l'est, en revanche, on va avoir un autre modèle, notamment du côté de la Moscovie. Un pouvoir beaucoup plus centralisé, plus autocratique. Quand un noble ou un riche meurt, son patrimoine revient directement au tsar ou à l'État, d'une manière ou d'une autre. Et ça change beaucoup la façon dont les différentes couches de la société vont se structurer. Parce que quand le tsar a ce pouvoir de récupérer n'importe quel patrimoine, il lui suffit éventuellement d'éliminer un ou deux riches pour redevenir un peu hégémonique dans le pouvoir de la région. Là où le roi aurait eu plus de mal, en France, à faire ce genre de choses avec nos nobles. Après, il pouvait les faire se battre entre eux. Tout n'était pas joli non plus. Mais cela change quand même le rapport entre le pouvoir et une certaine élite du pays. Et l'Ukraine, elle s'est retrouvée un peu dans la rencontre entre ces deux univers. Et globalement, dans son histoire, elle a toujours préféré essayer de rejoindre justement l'univers de l'Ouest, qui avait un côté un peu plus démocratique. Le mot n'est pas forcément bien choisi quand on parle du Moyen-Âge, mais en tout cas plus ouvert sur le peuple. Et d'ailleurs, il faut bien voir que dans ces époques-là, si on reprend les fameux Cosaques Zaporog, eux-mêmes avaient un fonctionnement qui était plutôt démocratique, dans lequel le chef de chaque sitch était élu et pouvait même être révoqué dans certaines conditions. Là où, même nous aujourd'hui, dans les États qu'on appelle encore démocratiques, la révocation du chef, c'est quand même assez rare. C'est à ce moment-là aussi que naît une représentation entre Ukraine de l'Est et Ukraine de l'Ouest, justement puisqu'elle était sur cette frontière. Donc ça a commencé à forger notre pensée là-dessus. L'Europe occidentale a aussi connu ce type de bascule, entre l'héritage romain et les mondes barbares, donc de façon un peu plus ancienne, entre l'absolutisme immédiat et la limitation du pouvoir. Et en fait, entre l'Ancien Régime et la Révolution française, on a eu à nouveau ce genre de bascule. En fait, c'est toujours un choix entre deux modèles politiques. Et l'Ukraine, vu les choix qu'elle a fait le long de son histoire, a priori a choisi depuis longtemps le modèle plutôt de l'Ouest. Donc à ce stade de l'histoire, quand cette tension a commencé à prendre de plus en plus de place, l'Ukraine n'était pas seulement un espace pris entre des puissances. Il y avait justement une époque où elle était aussi un espace où l'on réfléchissait politiquement. À la fin du XVIIe siècle, un homme comprend très clairement la situation. C'était un hetman cosaque. Hetman, c'est le chef des Cosaques, Ivan Mazepa. On peut trouver son portrait sur le billet de 10 hryvnias ukrainiennes, qui est affiché ici. Donc c'est Ivan Mazepa sur 10 hryvnias. C'était un hetman qui a fait beaucoup pour l'État et pour l'idée de l'État. Il a essayé de faire comprendre aux gens qu'il fallait être indépendant. Ce terme n'existait peut-être pas encore à ce moment-là, mais l'idée était là. Il fallait avoir son pays, son propre État. Et il voit que l'Ukraine est coincée dans un piège impérial, parce qu'il y a des empires de tous les côtés. À l'est, il voit que la Moscovie commence à se transformer en empire, et à l'ouest, il y a des puissances européennes fortes, mais éloignées. Il pouvait faire alliance avec elles, il voulait bien être ami avec elles, mais elles étaient assez éloignées. Il ne cherche pas simplement à changer de protecteur, il tente autre chose, sortir de ce piège impérial. Et son projet consiste à inscrire l'Ukraine dans un équilibre européen, en s'appuyant sur cet axe des Vikings, nord-sud, et dans la continuité des anciennes routes européennes. Et c'est dans ce cadre-là qu'il s'allie à la Suède, il était aussi là-bas en Suède avec le roi suédois, il a fait alliance avec la Suède. Et ce qui donne aujourd'hui des témoignages intéressants, quand la guerre à grande échelle a commencé, c'est qu'un des premiers pays qui a vraiment soutenu l'Ukraine, et vous comprenez pourquoi, c'était les Suédois, depuis 2014 en fait. Pourquoi ? Parce que dans presque chaque musée suédois, quand les enfants entrent dans le musée, ils voient, ça c'est quelque chose de l'hetman, ça c'est l'épée de l'hetman, ça ce sont les Cosaques, voilà la culture cosaque. Elle est bien présente dans leur histoire. Ce n'est pas quelque chose de flou pour eux. C'est quelque chose de concret qu'ils ont entendu depuis qu'ils sont petits. Et c'est pour ça que les Suédois sont bien présents dans la compréhension de ce qui se passe aujourd'hui. Et donc Mazepa essaie de faire cette alliance. Le projet échoue malheureusement à l'époque, faute de rapport de force favorable. Mais ce qui est essentiel à retenir dans tout ça, c'est que l'Ukraine n'est pas passive. Elle pense sa place en Europe depuis longtemps. Elle tente une sortie politique. Cet homme a compris qu'il fallait trouver cet échappatoire. Donc Mazepa n'a pas perdu parce qu'il s'est trompé. Il ne s'est pas trompé. Il a perdu parce que l'Europe n'était pas prête à ce moment-là. Notamment à cause des questions logistiques. Les questions logistiques étaient très importantes. Ça me fait juste penser à une phrase qui illustre bien l'Ukraine et qui est arrivée en France peu après la Seconde Guerre mondiale. Elle dit « Un peuple qui résiste peut tomber mais se relève, alors qu'un peuple qui se résigne disparaît ». Et donc là, on a quand même une bonne illustration de la résistance le long du temps.
Donc on est un peu plus tard. Qu'est-ce qui se passe quand toutes les tentatives de sortie politique échouent? La réponse est simple et profondément européenne. Les empires s'imposent. Voilà, ici on voit qu'au XVIIIe et XIXe siècle, l'Ukraine n'existe pas comme État souverain. Malheureusement, les Cosaques ont été assimilés, et ces territoires sont intégrés à de grands empires voisins. À l'est et au centre, l'Empire russe. À l'ouest, l'Empire austro-hongrois. Au sud, l'Empire ottoman. Donc les trois arrivent, et pour les Cosaques, ce n'était pas si facile de faire des guerres sur trois fronts. Ces empires qui s'installent ne signifient pas seulement un changement de drapeau. Cela signifie une administration venue d'ailleurs, une extraction des ressources, comme dans les colonies, et une gestion des territoires pensée à distance. Et quand on pense à distance, on a déjà les preuves de ce que ça donne. L'Ukraine est divisée, gouvernée de l'extérieur, et privée de mécanismes propres de protection politique. Elle n'a pas son propre État. On a plein d'exemples dans l'histoire de peuples qui n'ont pas forcément eu leur État à un moment ou à un autre. Alors évidemment, on peut parler de la nation juive, qui pendant très longtemps n'avait pas d'État, même si tout le monde ne se reconnaît pas forcément dans la nation juive aujourd'hui. On peut aussi parler de régions qui ont plus ou moins une existence propre. Le Pays Basque, par exemple, qui a une culture propre. Le Kurdistan, tout à fait, très bon exemple. Donc les Ukrainiens ne sont pas du tout les seuls dans cette réalité. Ce n'est pas l'Ukraine qui est instable, c'est la souveraineté qui est empêchée. Ce qui est intéressant, c'est de comparer avec la France à la même époque. La France traverse des changements assez grands, notamment la Révolution, l'Empire, la Restauration, les républiques, tout ce qu'on a appelé la terreur. Quand on était à Lviv, d'ailleurs, il y a 6 mois, c'était intéressant. On parlait à un moment avec une guide là-bas qui nous parlait de Marie-Antoinette. Elle parlait de l'Autriche à ce moment-là, et de la mort de Marie-Antoinette. Et sa façon de présenter les choses, c'était de dire « oui, elle a été tuée pendant une guerre civile en France ». Et c'est vrai que pour nous, qui avons grandi avec cette révolution comme un élément fort de notre histoire, c'était intéressant de voir un regard extérieur qui la mentionnait juste comme une guerre civile en France. Mais ce n'est pas une guerre civile! J'ai pensé, il faut lui dire quand même, c'est une guide. Ce que je veux dire, en fait, les révolutions peuvent facilement être appelées guerre civile par d'autres. En tout cas, les régimes changent, les constitutions aussi, les dirigeants changent. Mais globalement, on a quand même considéré que c'était toujours la France, malgré toutes ces transformations. En Ukraine, la question n'était pas tant quel régime choisir, c'était comment essayer de décider nous-mêmes en fait. Parce qu'à l'époque, c'était des gens qui décidaient à leur place. En fait, c'était qui va décider pour nous quelque part. Si la France a changé de régime, l'Ukraine a changé de maître. Malgré sa volonté d'être décideur de son propre destin. Mais voilà, ce n'était pas elle qui décidait. Donc du coup, on arrive maintenant à peu près au XXe siècle, et il y a une question qui s'impose. Pourquoi tant de violence ici? Puisqu'on est sur des régions où le théâtre de la violence a été très important. La réponse n'est pas culturelle en soi ou nationale, elle est vraiment structurelle. Au XXe siècle, les empires européens se sont affrontés, et en Ukraine, il n'existait toujours pas d'État capable de protéger cette population à ce moment-là. Le territoire était donc un peu un espace disponible pour des projets idéologiques extrêmes, d'un côté comme de l'autre. Dans les années 1930, le pouvoir stalinien a carrément utilisé la famine comme arme politique, notamment pour éliminer les nationalistes ukrainiens. C'est le Holodomor, dont on parle heureusement un peu plus aujourd'hui. Mais tout le monde ne reconnaît pas encore l'existence de ce génocide. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Ukraine a été l'un des principaux lieux de violence pour différentes populations, notamment les juifs, mais pas seulement. Là aussi, il y a eu beaucoup de massacres, beaucoup de génocides sur les populations. Ou simplement, même quand l'URSS a décidé d'envoyer énormément de soldats pour aller jusqu'à Berlin, il faut reconnaître qu'elle a surtout envoyé ses états satellites. Autant quand ils se sont fait attaquer jusqu'à Moscou, ce sont beaucoup de Russes qui sont morts. Autant la phase de reconquête, comme ils aiment bien dire, c'était des Biélorusses, des Ukrainiens et toutes les nations satellites qui étaient envoyées mourir. Regardez juste le nom de toutes les brigades de l'URSS qui sont rentrées dans Berlin. Ce sont beaucoup de noms ukrainiens ou biélorusses. Évidemment, il y avait aussi des Russes qui étaient là pour les commander. Mais cela montre bien à quel point Staline profitait aussi de cette étape pour faire mourir les populations périphériques. Et aujourd'hui, c'est pareil. Poutine fait la même chose. Il envoie surtout les régions éloignées de Sibérie, la Yakoutie, le Daghestan, etc. Ce sont eux qui perdent le plus d'hommes aussi en Ukraine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une violence locale. On peut dire que c'est la violence européenne concentrée quelque part. Et donc on voit bien que, puisque c'est une espèce de lieu où se passent les extrêmes, comprendre l'Ukraine aide aussi à comprendre l'Europe. Parce que cela a longtemps été une nation entre les empires. Aujourd'hui, c'est devenu un État souverain, même si l'impérialisme lui fait encore des dégâts aujourd'hui. Quand on a des frontières floues, ce qui est d'ailleurs l'essence même des empires, on a de la violence. Je rappelle que l'un des slogans de la Russie aujourd'hui est de dire que ses frontières ne s'arrêtent nulle part. Donc on voit que c'est une vérité historique, hélas. L'Ukraine en a fait l'expérience à plusieurs reprises au cours de son histoire. Cette violence Est-Ouest, on en a parlé plusieurs fois. Une nation qui résiste peut tomber mais se relève. Une nation qui se soumet disparaît. C'est un message important. Donc là, on a presque fini, et pour conclure et répondre à la question où se situe l'Ukraine, les 3 derniers slides seront un peu plus légers pour augmenter votre culture générale.
Donc l'Ukraine maintenant. Depuis 1991, dans les frontières de 1991, quand elle a repris son indépendance. Je souligne repris son indépendance, parce qu'elle avait déjà essayé d'obtenir son indépendance en 1918, mais cela a vite échoué à cause des bolcheviks. Et en 1991, enfin, les frontières ont été définies, comme on le voit ici sur la plupart des cartes. Des fois maintenant, on ne colorie plus la Crimée et les territoires occupés par la Russie. Mais il faut bien garder en tête que ce sont des territoires occupés. Je rajoute juste que cette Ukraine de 1991 est déjà un petit peu plus petite que celle qui existait en 1918, et aussi plus petite que ce qui était l'Ukraine soviétique, dans laquelle il y avait tout un tas de régions vers l'est et autour de la Crimée qui étaient considérées comme des terres ukrainiennes. Par exemple, dans les régions de Koursk ou de Voronej, qui sont aujourd'hui russes, dans les campagnes, on chante encore des berceuses en ukrainien. Et il y a des gens qui parlent ukrainien. Ils ne savent pas forcément qu'ils parlent ukrainien. Oui, pas forcément. Mais malgré cela, l'Ukraine n'a jamais dit « c'est à nous, on va venir le chercher ». Donc revenons aux frontières de 1991. Elles ont été fixées ainsi, et on les laisse comme ça. On essaie de garder l'espoir qu'elles reviendront comme ça, même si ce n'est pas facile. L'Ukraine fait environ 603 000 km². C'est le plus grand pays d'Europe par sa superficie. Et la France métropolitaine, pour faire la comparaison et vous permettre de vous orienter, notre hexagone, sans les îles et sans les territoires d'outre-mer, fait environ 544 000 km². Donc l'Ukraine est plus grande que la France métropolitaine. Traverser l'Ukraine d'ouest en est, c'est environ 1300 km. Pour un Français, c'est comme aller de Paris à Madrid. Et du nord au sud, c'est environ 900 km, comme aller de Lille à Marseille. On ne parle donc pas d'un petit pays, ni d'un espace périphérique. On parle d'un grand espace européen. Et un territoire aussi vaste implique des frontières très longues, et des espaces difficiles à contrôler, ce qui provoque justement toute cette exposition permanente aux puissances voisines que l'on a vues tout au long de l'histoire ukrainienne. On pourrait dire aussi que l'Ukraine n'a pas forcément de frontières naturelles évidentes. Nous, par exemple, en France, avec les Pyrénées, la frontière entre la France et l'Espagne est discutée depuis très longtemps. Mais globalement, c'est simple, il y a des montagnes. Après, on se met d'accord sur l'endroit exact où passe la frontière dans ces montagnes. Mais c'est relativement simple. Pour l'Ukraine, il y a bien quelques montagnes au niveau des Carpates, dans le sud-ouest, mais globalement, on est quand même sur un territoire dans lequel la frontière doit être décidée entre les États. Elle ne s'impose pas automatiquement par un obstacle naturel, comme des montagnes, un fleuve ou une mer. Et maintenant, on va vous laisser poser des questions. Je lis une question, quelle est la population ukrainienne ? Alors avant la guerre, c'était environ 38 millions. D'accord, avec les gens qui voyagent, ceux qui sont portés disparus, même avant la guerre, on disait déjà que ce chiffre de 38 millions restait approximatif, avec pas mal de marge d'erreur. Je ne connais pas les chiffres aujourd'hui, c'est vrai que ça va être très difficile à savoir. Ça bouge beaucoup. Par exemple, ces dernières semaines, il y a environ 600 000 personnes qui ont quitté Kyiv suite aux bombardements et au froid intense. Alors souvent, elles sont parties ailleurs en Ukraine. Beaucoup de familles ont une petite maison héritée à la campagne, plus facile à chauffer en ce moment avec du feu de bois et d'autres méthodes. Donc on pense que la majorité de ces gens sont partis dans ces maisons familiales. Maintenant, il y en a sûrement aussi qui ont quitté le pays, et c'est très difficile à évaluer précisément. Ok, pour conclure et finir sur une note plus joyeuse, on va vous montrer une petite vidéo que nous avons doublée spécialement pour cette conférence. Je l'ai trouvée en faisant mes recherches. Elle parle du centre de l'Ukraine. En Ukraine, il existe un centre géographique du pays, et ils ont construit un bâtiment vraiment au cœur du centre géographique de l'Ukraine. Voici le centre géographique de l'Ukraine. Et maintenant, voici quelques faits intéressants à son sujet. Ici, 25 ailes ont été installées, chacune symbolisant l'une des régions d'Ukraine, et toutes sont dirigées vers le centre. Toutes les 25 ailes sont décorées avec les ornements caractéristiques de chaque région d'Ukraine.
La particularité de cet endroit réside aussi dans le fait qu'on peut y entendre le véritable rythme, celui d'un cœur qui bat. Nous ne plaisantons pas. Tendez l'oreille. C'est également ici qu'a été érigé le plus haut drapeau de l'Ukraine à Tcherkassy. L'objet d'art est situé à proximité du village de Marianivka, région de Tcherkassy. Ce n'est pas toujours évident de trouver le centre géographique d'un pays ou d'une région, parce qu'on n'est pas forcément sur une forme simple. Il faut donc faire certains choix de calcul, et d'ailleurs c'est intéressant parce que pour le centre géographique de l'Europe, il se passe exactement la même chose. Selon la manière dont on décide de définir les limites de l'Europe, ce qu'on considère comme le nord, le sud, les extrémités ou les îles, on obtient parfois des résultats différents. Il existe donc plusieurs méthodes de calcul du centre géographique de l'Europe, et l'une de ces méthodes place justement ce centre géographique en Ukraine. Cette vidéo a été tournée par la télévision pour enfants de Jitomir et c'est un lieu à visiter si jamais vous allez en Ukraine. Vraiment, allez voir cet endroit. Vous tapez simplement centre géographique de l'Ukraine et vous trouverez la village Marianivka. Alors, la vidéo suivante... Nous sommes arrivés dans un endroit vraiment unique, la ville la plus haute et le chef-lieu de district d'Ukraine, Rakiv. C'est ici que se trouve la plus grande différence de hauteur entre la rue basse et la rue haute. La rue la plus basse se situe à une altitude de 400 mètres et la plus haute est à une altitude de 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est ici que nous commençons à découvrir le peuple le plus célèbre des Carpates, les Hutsuls. Et nous ne commençons pas par le début, ni par la fin, mais par le centre. Et pas par le centre d'une région montagneuse, mais par le centre de toute l'Europe. En fait, un symbole si discret de loin, au bord de la route, on ne pourrait jamais dire que c'est un endroit emblématique pour toute l'Europe. Celle-là, c'est une stèle moderne. Et voici le plus intéressant, la stèle ancienne. Elle a été fondée en 1887. Un endroit permanent, précis et éternel. Ici, le centre de l'Europe est établi. Très précisément selon l'échelle des méridiens et parallèles, à l'aide d'un appareil spécial fabriqué en Autriche-Hongrie. À la fin du 19e siècle, les géographes de l'Autriche-Hongrie ont pris tous les points extrêmes de l'Europe, y compris les îles, et ont tracé des lignes. Le point où ces lignes se sont croisées est devenu le centre de l'Europe. C'est le village de Delovoye, et c'est ici. Néanmoins, en Europe, il y a encore des débats sur l'emplacement exact de son centre géographique. Différents scientifiques utilisent de diverses méthodes de calcul et obtiennent des résultats variés. Aujourd'hui, le titre de centre géographique de l'Europe est revendiqué par des localités dans pas moins de 6 pays européens. Mais le centre ukrainien a une particularité intéressante. Les gens croient qu'il peut exaucer les souhaits. Voici, vous voyez, les gens jettent beaucoup de petites pièces pour la chance. Si vous venez à notre centre de l'Europe, ne manquez pas l'occasion et touchez-le, d'autant plus qu'il existe un présage. Si vous le faites, votre souhait se réalisera sûrement. Je vais profiter de cette occasion pour toucher le nombril de l'Europe. Et étant donné que nous avons une mission très responsable et difficile à venir, alors je vais faire un vœu, le vœu que tous les Ukrainiens font en ce moment. C'est le moment de poser des questions ou des commentaires. Bonjour, merci. J'ai un commentaire. Aujourd'hui, c'est quoi le plus gros problème de l'histoire de l'Ukraine? C'est que la plupart des gens la connaissent encore à travers une version russe. Pourquoi? Parce que c'est eux le plus gros pays. C'est eux qui ont le plus gros appareil médiatique. C'est eux qui ont longtemps été présentés comme le plus grand centre culturel de la région. C'est eux qui détenaient l'orthodoxie dominante. C'est eux qui détenaient le pouvoir, l'argent,
Et vu qu'ils ont eu beaucoup de dirigeants, depuis les tsars jusqu'à l'Union soviétique et aujourd'hui Poutine, l'histoire fait partie de leurs armes. Du coup, même s'il existe des scientifiques très sérieux, très rigoureux, parfois ils travaillent malgré eux dans un cadre qui a déjà été construit. Pardonnez-moi la métaphore, mais si vous mangez toute la journée la merde en pensant que c'est de la semoule, au bout d'un moment, vous vous habituez au goût et vous croyez vraiment que c'est de la semoule. Et donc certains scientifiques sont tombés dans ce piège-là et continuent parfois à travailler à partir d'idées qui étaient déjà fausses au départ. Par exemple, beaucoup de leurs pages d'histoire commencent avec la Russe de Kiev. Ce serait comme si la France disait « Nous sommes l'Empire romain, le seul, l'unique. Notre histoire commence là, et nous sommes les seuls héritiers légitimes de l'Empire romain. » Il y a beaucoup de raisonnements qui fonctionnent un peu comme ça. Voilà, merci pour votre conférence. C'était un commentaire très pertinent, merci. Question suivante. J'ai plein de questions, donc je vais peut-être les faire une par une. Je n'ai pas lu Timothy Snyder, j'espère qu'il existe en français. Par contre, il me semble que Terre de sang a été traduit, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que certains de ses ouvrages le sont. Moi, j'avais lu Serhii Plokhý, notamment Aux portes de l'Europe. Il existe en français aussi. Et c'est vrai que c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un petit manque. Peut-être que vous pourrez me renseigner. Parce qu'il parle beaucoup de l'histoire, mais finalement surtout du point de vue des élites culturelles ou politiques. Et on a assez peu le point de vue de la population. Je me pose donc la question de savoir si vous sauriez me dire quand apparaît réellement le sentiment national ukrainien au sens populaire du terme. Parce qu'en France, par exemple, l'État français, certains disent que cela commence avec Hugues Capet, d'autres avec Clovis. Mais le sentiment national, le sentiment d'appartenance à un pays, beaucoup considèrent qu'il apparaît surtout avec la guerre de 100 ans. Donc, quelque chose de relativement tardif. Et je me demandais quand les Ukrainiens se sont sentis ukrainiens. Alors c'est une très bonne question. Je précise d'ailleurs que les ouvrages de Plokhý sont disponibles en français et en anglais. Ce sont de très bonnes lectures. Je pense que, comme pour toutes les nations, l'idée même d'État-nation est quelque chose de relativement récent dans l'histoire. Donc parler de sentiment ukrainien est compliqué. Déjà, le mot Ukraine lui-même existe depuis environ l'an 1000. Mais à cette époque-là, on ne peut absolument pas parler de nationalisme au sens moderne du terme. Ce n'est pas comparable. Donc je pense qu'il est difficile de donner une date unique. Comme le nôtre, ce sentiment a évolué progressivement. J'aurais donc du mal à donner une date précise. Mais au XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, il existait déjà quelque chose. Les Ukrainiens se désignaient eux-mêmes comme Ukrainiens. Pas forcément avec un État, mais comme un peuple avec une culture ukrainienne. On ne peut pas remonter jusqu'à la Rousse de Kiev maintenant, sinon cela deviendrait trop compliqué. Mais en gros, il y avait plusieurs élites qui défendaient leurs intérêts, même chez les Cosaques, même parmi ceux qui étaient parfois polonisés. C'est complexe. Mais l'idée ukrainienne existe déjà. Et souvent, elle se construit aussi par différenciation avec les autres. Par exemple, les Roms appellent les non-Roms les Gadjés. Les Juifs appellent les non-Juifs les Goyim. Et les Ukrainiens ont un peu le même mécanisme de distinction. En gros, ils savaient très bien qu'ils n'étaient pas polonais. Ils savaient très bien qu'ils n'étaient pas moscovites. Ils savaient qu'ils avaient leur religion, leur langue, leurs coutumes. C'est aussi en se distinguant des autres qu'on sait qui l'on est. Et cela existe depuis très longtemps. Au moins depuis les XVIe et XVIIe siècles. Juste une petite anecdote à ce sujet. Poutine discutait un jour avec un responsable politique ou économique, je ne me souviens plus exactement lequel. Il regardait une carte du XVIIe siècle, de l'époque de Louis XIV. Et cet homme a dit « Regardez, il n'y a pas d'Ukraine sur cette carte. » Et les deux ont rigolé. Sauf qu'il y avait un problème. Parce qu'en réalité, le mot Ukraine figurait bien sur cette carte. Il était écrit Ukrainia, pays des Cosaques. C'était littéralement marqué sur la carte
qu'ils étaient en train de montrer. Par contre, ce qui n'était pas écrit, c'était Russie. On trouvait duché de Moscovie. Donc sur une carte de l'époque de Louis XIV, on pouvait lire Ukraine, pays des Cosaques, et duché de Moscovie. Et duché, cela signifie que ce n'était même pas encore un empire ni un État tel qu'on l'entend aujourd'hui. C'est simplement ce qui était indiqué sur cette carte. J'aimerais juste compléter un tout petit point sur le nationalisme, parce qu'aujourd'hui je pense que l'Ukraine a beaucoup de choses à nous apprendre sur cette question. On voit en Europe une remontée des extrêmes droites, que ce soit en France, en Allemagne ou dans bien d'autres pays. On a tendance à voir apparaître un nationalisme qui est souvent exclusif. Si on regarde ce que certains partis mettent en avant, on retrouve des slogans du type «La France aux Français». Et on voit bien que l'idée est souvent de réserver la France à un peuple spécifique. Le message sous-jacent, c'est surtout ce que je n'estime pas être français doit rester dehors. L'Ukraine aujourd'hui est évidemment un pays où il existe du nationalisme, d'autant plus que ce sentiment est réveillé par une agression. Mais si on regarde leur slogan, on entend plutôt Ukraina ponad usse. Cela veut dire l'Ukraine avant tout. Et c'est un slogan qui n'exclut personne. Vous pouvez ne pas être ukrainien et vous retrouver dans ce slogan. Vous pouvez vous sentir intégré dans ce pays. Moi, quand je suis allé en Ukraine plusieurs fois, les gens m'ont toujours très bien accueilli. Ils disent « Waouh, c'est super, tu fais partie des gens qui nous aident, qui font connaître notre culture. » Et c'est inclusif. Je pense que lorsqu'on se sent attaqué, le nationalisme fait partie des réactions possibles. Nous aussi, en France, nous avons parfois le sentiment d'être attaqués de différents côtés, donc le sentiment national peut revenir. Essayons simplement d'en faire quelque chose de sain et d'inclusif, comme on peut parfois le voir en Ukraine, plutôt que de nous refermer sur nous-mêmes, comme on le voit trop souvent sur les réseaux ces derniers temps. Oui, s'il vous plaît. Tout à l'heure, vous disiez que l'Ukraine n'était pas reconnue comme pays. Et je pense qu'on a aussi beaucoup de mal, chez nous, à faire passer ce message. Parce que c'est toute une histoire impériale, idéologique et politique. Quand je parle de l'Ukraine, on me répond souvent « Non, mais c'est un territoire, c'est une région, c'est compliqué ». Et ça donne souvent lieu à de grosses discussions. C'est difficile de faire passer le message. La fameuse histoire de la Rousse de Kiev, par exemple. Dans un guide de voyage, il y avait un écrit de Valéry Giscard d'Estaing lorsqu'il s'était rendu là-bas alors que l'Ukraine était encore occupée par l'Union soviétique. Il parlait du berceau de la Russie. C'est-à-dire que cette idée a été intégrée pendant des siècles dans le discours dominant. Et aujourd'hui encore, c'est très difficile d'expliquer cela aux gens. Donc, quand on soutient l'Ukraine, certains vous disent que vous êtes de mauvaise foi parce que vous êtes engagé dans la cause. Et c'est très difficile. Je pense qu'il y a toute une histoire de l'Europe de l'Est à revoir pour comprendre. Et aussi toute une histoire de l'Ukraine à faire connaître. Je crois que vous avez un sacré travail à faire. Sachant que, pour moi, il y a déjà 2 aspects dans cette question. Le premier, c'est imaginons même que l'on accepte l'idée que la Russie soit née à Kiev. Pourquoi pas ? Après tout, l'histoire comporte toujours une part d'interprétation. Mais cela ne donnerait aucun droit aux gens de Moscou aujourd'hui de vouloir récupérer cette ville. Cela n'a aucun lien. On pourrait même accepter leur version de l'histoire sans que cela ne justifie ce qui est en train de se passer. Merci, effectivement. Nous, en France, si on reprend l'époque de Charlemagne, une grande partie de ce qui est aujourd'hui l'Allemagne faisait partie du même ensemble politique. Mais il n'y a personne qui se dit tiens, on va aller récupérer ces villes-là. Cela n'a aucun sens. C'est un exemple extrêmement intéressant, celui de Charlemagne. Il dit beaucoup de choses sur la perception que nous avons de notre propre histoire. Et je pense qu'il y a plein de questions à se poser sur les raisons pour lesquelles la France a parfois du mal à concevoir l'Ukraine autrement qu'à travers des histoires de grands empires. Charlemagne est un excellent exemple, parce que nous avons tendance à le percevoir, et c'est souvent enseigné ainsi à l'école primaire, comme un souverain français. Alors qu'en allemand, par exemple, c'est Karl der Grosse. Il est né à Herstal, dans l'actuelle Belgique, et le centre de son pouvoir se trouvait à Aix-la-Chapelle. Les Allemands le revendiquent, les Français le revendiquent, les Italiens le revendiquent comme continuateur de l'Empire romain, même les Suisses parfois. En réalité,
On a affaire à un souverain qui n'était pas un souverain français au sens moderne du terme, mais qui est souvent interprété comme tel, comme Clovis d'ailleurs. Clovis ne se percevait pas comme français. C'était un souverain franc, germanique, qui régnait sur une population qu'il considérait avant tout comme ses sujets. D'ailleurs, à l'époque de Clovis, il n'y avait pas de roi de France. Il y avait un roi des Francs. Et c'est justement un peu avant la guerre de 100 ans que les rois ont commencé à dire « Je suis roi de France » et non plus seulement « roi des Francs ». Et cela change beaucoup de choses. Même si on entre dans les détails, il y avait aussi cette idée de distinction entre dirigeants et dirigés. Pendant longtemps, une partie de l'aristocratie disait « Nous sommes de sang germanique, nous ne sommes pas du même sang que le peuple ». Cette idée d'une séparation entre une race dominante et une race dominée s'est finalement retournée contre l'aristocratie au moment de la Révolution française et au XIXe siècle. L'aristocratie a alors commencé à être perçue comme un groupe étranger, comme une élite séparée du peuple. Surtout que toutes les monarchies européennes étaient liées, ils étaient cousins, et sur plusieurs générations. Donc cela commençait à se voir un peu. La guerre de 100 ans, d'ailleurs, c'est avant tout une histoire de succession. Mais pour revenir à la question de savoir pourquoi la France a parfois du mal à concevoir l'Ukraine, je pense que nous avons aussi une vision particulière de notre propre histoire. Nous avons l'impression d'un espace royal qui s'étend progressivement jusqu'à atteindre ses frontières naturelles. Et parfois, nous appliquons inconsciemment ce même schéma à la Russie, comme si la Russie s'était simplement étendue jusqu'à occuper ce qui serait naturellement son espace. Et dans ce récit, nous avons du mal à imaginer l'Ukraine comme un centre autonome, comme un État qui possède sa propre capacité d'action, comme une société qui fait ses propres choix, comme une population qui se perçoit elle-même comme distincte. C'est terrible. Dans nos études universitaires, en France, ce sont souvent des centres qui étudient la Russie et qui ont ensuite une sorte d'excroissance qui va étudier l'Ukraine. Par exemple, la problématique en Europe, mais aussi en France, c'est que pendant l'Union soviétique, les instituts russes étaient envoyés dans tous les pays. Il n'y avait pas d'instituts ukrainiens. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les mondes slaves ici est souvent issu de ces instituts russes. Les nouveaux spécialistes ne sont pas encore arrivés en nombre. Depuis son indépendance, malheureusement, l'Ukraine ne s'est pas suffisamment occupée d'envoyer, entre guillemets, ses intellectuels, ses spécialistes, ses slavistes qui pourraient porter un regard ukrainien sur ces sujets. Une grande partie des slavistes que nous avons ici ont été formés dans des structures russes ou soviétiques. Et pendant longtemps, c'était le Kremlin qui exportait son regard sur cette région vers l'Europe et les États-Unis. Et puis, on avait parlé il y a un mois, lors de notre conférence sur Chédric. On avait parlé de cette volonté des Ukrainiens de faire connaître leur culture chez nous, et de toutes les difficultés qu'avaient rencontrées les choristes ukrainiens qui étaient venus présenter Chédric en Europe. Cette idée qu'il faut exporter sa culture et sa diplomatie, l'Ukraine la connaît au moins depuis 100 ans, voire avant. Mais la capacité de le faire, économiquement, diplomatiquement, et surtout la capacité pour nous de recevoir ce message, c'est quelque chose qui est long et compliqué à mettre en place. Heureusement, cela commence un peu à changer aujourd'hui avec ce qui se passe, mais il y a encore énormément de travail. Surtout que vous faites concurrence au Kremlin, et lui a compris depuis longtemps qu'il fallait investir des millions, voire des milliards dans la culture. Parce que la culture est souvent la première porte de l'influence douce. Je vous invite d'ailleurs à regarder sur notre chaîne l'interview que nous avions réalisée avec une danseuse de l'opéra de Lviv. Je crois que c'était il y a 2 ans, peut-être même plus. Elle racontait justement comment cela se passait dans le milieu du ballet pendant l'Union soviétique. Le Kremlin avait compris qu'il ne pouvait pas rivaliser avec Hollywood dans le cinéma, c'était trop cher. Hollywood était déjà largement en avance. Alors ils se sont demandé qu'est-ce qu'on peut faire, et ils ont utilisé ce qu'ils avaient, le grand ballet. Un ballet construit par des Ukrainiens, des Arméniens, des Géorgiens et un peu des Russes. Mais il devenait à l'étranger le grand ballet russe. Peu importait que d'autres peuples y aient largement contribué. Le message était simple. Belle danseuse, réception, cocktail, événement culturel. Et pendant qu'on admirait le spectacle, on diffusait aussi des messages plus subtils, pro-russes, pro-Kremlin ou pro-soviétiques. Les Ukrainiens, eux, n'étaient jamais présentés de cette manière. C'est une véritable concurrence culturelle. Et cette influence coûte extrêmement cher. Le Kremlin l'a compris depuis longtemps et a investi massivement. J'espère que cela va changer un peu maintenant. Oui ? C'est vrai que même indépendamment de la politique du Kremlin, avant 2014 déjà,
Quand on regardait les études universitaires consacrées à l'Union soviétique, ce qui était financé, c'était essentiellement les études consacrées à la Russie soviétique. Il y avait très peu de programmes consacrés à l'Ukraine. Même au-delà de parler des slavistes, même ceux qui étudiaient simplement la période soviétique. Quand il y avait un programme de recherche, l'étude se faisait à Moscou ou éventuellement à Saint-Pétersbourg. Il n'y avait pas vraiment de matériel disponible ailleurs. Et surtout, il n'y avait pas la volonté de financer autre chose. On se disait, de toute façon, c'est pareil, alors on va étudier là-bas et cela reviendra au même. On avait même des chercheurs qui étudiaient l'Ukraine uniquement à travers le russe. Ils travaillaient sur des documents russes mais ne pouvaient pas lire les documents ukrainiens. Oui, merci, effectivement. Et même aujourd'hui, essayez simplement de trouver des cours d'ukrainien. Il n'y a pratiquement rien. J'ai essayé d'en trouver, il n'y a quasiment rien. Et puis il y avait aussi cette assimilation entre soviétique et russe. Quand vous lisez ce qu'écrivaient De Gaulle ou Churchill, ils évitent souvent de parler de l'Union soviétique comme d'un ensemble de peuples. Ils parlent des Russes, toujours des Russes. Il y a cette association permanente, soviétique égale russe, russe égale soviétique. Et au fond, tout cela devient la même chose. Et je pense qu'il existe encore aujourd'hui une vraie difficulté intellectuelle à concevoir qu'il puisse y avoir des différences profondes. Les pays baltes, on commence à les distinguer, le Caucase aussi, l'Asie centrale aussi. Mais quand on dit Russie, Biélorussie, Ukraine, beaucoup de gens répondent encore « oui, c'est pareil ». Et il est très difficile de sortir de cette idée, parce que cela fait tellement longtemps que cette vision a été absorbée. Pour comprendre qu'un empire absorbe aussi les cultures, les récits et la manière de penser, il faut faire un vrai effort intellectuel. Beaucoup de gens pensent encore aujourd'hui que quand on parle russe, on comprend automatiquement l'ukrainien, ou l'inverse. Je peux témoigner que ce n'est pas du tout le cas. On comprend parfois quelques mots, on devine certaines choses, mais ce n'est pas la même langue. Et l'une des questions que l'on me pose le plus souvent, c'est « est-ce que l'ukrainien est un dialecte du russe ?» Je suis donc obligé de répondre que non. Les deux langues appartiennent à la même famille slave, mais ce sont deux langues différentes. Je plaisante souvent en disant que si l'on veut jouer à ce jeu-là, alors le russe est un dialecte de l'ancien slavon. Je plaisante bien sûr, mais cela montre bien à quel point ces questions sont souvent abordées avec beaucoup d'idées reçues. Et l'ukrainien a sa propre histoire, sa propre évolution et sa propre place parmi les langues slaves. On va faire la vidéo dessus. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui se sont créés plus ou moins de manière arbitraire. Et il y a aussi eu ce qu'on appelle le printemps des peuples. À partir du 19e siècle, beaucoup de nations ont voulu créer leur propre État en fonction de leur identité nationale. Avant cela, c'était surtout des empires. Et globalement, tout le monde se préoccupait assez peu de savoir à quelle nation vous appartenez. Vous dépendez de tel ou tel roi. Après, vous pouviez parler plus ou moins la langue que vous vouliez. À partir du moment où vous ne vous révoltiez pas contre le pouvoir, cela fonctionnait. Puis les États-nations se sont progressivement construits. Mais comme ils sont apparus à partir d'anciens empires, il y avait souvent plusieurs nationalités à l'intérieur du même pays. Et c'est compliqué. C'est compliqué de faire vivre tout le monde ensemble. Mais l'Ukraine a essayé, plus ou moins, de construire ce modèle. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas se laisser convaincre par ce que raconte Poutine. Parce que ce qu'il raconte est complètement faux. Il existe des frontières partout. Il y a les frontières du Brésil, il y a les frontières de l'Argentine, il y a les frontières des pays africains. Ces frontières ont été tracées, reconnues et acceptées. Et au final, on revient toujours à la même chose. Ce n'est pas l'empire qui décide, c'est le peuple. Le peuple ukrainien dépend de son président, de son gouvernement et de ses institutions. Et il veut rester dans cet état-là. Peu importe si votre nom se termine par OV, par UK ou par Yann. Peu importe si vos ancêtres étaient arméniens, géorgiens ou autres. On est tous dans le même pays, on est tous de l'Ukraine, et on vote tous pour nos représentants. C'est cela qui définit aujourd'hui nos frontières. Tout le reste, ce sont des récits. Et ces frontières existent parce qu'elles ont été reconnues, signées et acceptées par les États. Donc tout ce qui est raconté pour justifier leur remise en cause n'a pas de sens dans le cadre du droit international actuel. Voilà. Merci, on va arrêter sur cette note optimiste. Au revoir et à bientôt sur notre chaîne.